Ladies and gentlemen, please welcome back. Nous accueillons de nouveau Christine Kelly. A déjà un peu planté le décor pour cette table ronde avec Maggie Baird, ici, voilà, John Gauzier, qui est ici, Oma Obama, et on a la star du R&B qu'on ne présente plus, Akon. Merci beaucoup de les applaudir. C'est un vrai plaisir de les avoir ici et je trouve vraiment formidable d'avoir la chance de pouvoir rencontrer des personnalités aussi hors du commun. Maggie Baird, je vais commencer par vous. On vous décrit comme étant dynamique, pleine d'énergie, pleine de projets. Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur vous pour savoir un peu qui vous êtes. Enthousiaste, passionné et spécialiste de la communication. Ça, c'est votre secteur que vous avez complètement investi, justement, la communication. Quel serait, puisqu'on a déjà bien planté le décor, on est dans le forum de la transformation, on est dans la table ronde sur le rôle des femmes inexploitées, des femmes et des hommes pour justement être acteurs et servir de levier de cette transformation, quelles seraient les mesures immédiates à prendre par les entreprises pour pouvoir engager cette transformation? On rentre tout de suite dans le vif du sujet. D'accord, c'est ce que j'ai vu. Alors, c'est vrai que les entreprises aujourd'hui sont présentes sur Internet, certaines entreprises. Mais si on part du constat suivant, sur les 50 premières entreprises gabonaises, combien d'entre elles ont réellement bâti une stratégie de communication commerciale, marketing, concernant justement le fait de pouvoir prendre en considération un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux? Ce que vous dites déjà, Maggie, c'est que les réseaux sociaux sont déjà un formidable levier. Absolument, absolument. Là, c'est votre angle, c'est votre axe, les réseaux sociaux. Absolument, tout à fait, Christine. La légitimité, en fait, elle est de facto, elle s'impose à nous. Aujourd'hui, il faut trouver les moyens, les outils, mais je pense qu'il faut d'abord appréhender aussi, parce qu'une présence sur le net ne suffit pas. Il faut bâtir une véritable stratégie de communication qui permettrait d'être en corrélation à la fois avec des aspects économiques de l'entreprise, mais aussi de permettre aussi la corrélation avec le niveau de développement au niveau du climat des affaires du pays en particulier. Donc les réseaux sociaux, déjà le premier axe pour servir de levier. Oma Obama, moi j'ai lu des phrases aussi sur vous pour un peu bien vous situer et elles m'ont beaucoup plu. Vous avez créé la fondation Sauti-Kuu, qui veut dire voix puissante, une fondation que vous avez créée en 2010 au Kenya, qui aide les enfants, les jeunes défavorisés, et vous les aidez à libérer leur potentiel, à les former, une fondation qui vise à soutenir les jeunes générations pour prendre leur avenir en main. Et parmi les phrases que vous dites, la pauvreté n'est pas une excuse. C'est ce genre de message que vous voulez faire passer aux jeunes? Oui, absolument. Tout d'abord, la voix de cette association qui veut dire que les jeunes ont leur voix à prendre et qu'ils ont à se responsabiliser dans leurs actions. La raison pour laquelle je dis que la pauvreté n'est pas une excuse, c'est que si vous prenez la définition de la pauvreté que nous avons sur le continent, très souvent, c'est une définition qui nous est donnée parce que nous nous comparons en permanence à l'Occident. Et donc, sous prétexte qu'on n'a pas d'eau courante, d'électricité, etc., vous êtes considéré comme pauvre. Alors qu'en fait, si vous avez 10 hectares à cultiver, vous n'êtes pas pauvre. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut redéfinir ce que nous, Africains, définissons comme étant la pauvreté. Et je pense que ce sont les jeunes qui vont pouvoir mettre en place dans la génération prochaine ce qu'est vraiment la pauvreté au sens africain. Donc même si on est, entre guillemets, pauvre, vous pouvez quand même prendre en main votre destinée. Encore une fois, c'est cette différence de perception entre la pauvreté vue par les Africains et la pauvreté par l'Occident. Et c'est pour cela que je dis que la pauvreté n'est pas une excuse. C'est en ce sens que je dis cela. Effectivement, sa définition de la pauvreté. Je vous relance tout de suite sur une autre phrase aussi. Je vois que vous croyez que je vais passer à quelqu'un d'autre. J'ai envie de vous poser encore une autre question parce que lorsque vous dites « ne nous donnez pas du poisson, ne nous apprenez pas à pêcher », mais demandez-nous si nous mangeons du poisson.
Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas, par exemple, donner un poisson, il faut apprendre à pêcher. Vous allez plus loin en disant qu'il faut même nous demander est-ce qu'on mange du poisson? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire derrière ça, derrière cette phrase? Well, I grew up with a generation. J'ai grandi avec une génération où nous avions à lutter contre un certain nombre de problèmes. Et on nous a dit, OK, d'accord, on va pas vous donner le poisson parce que on l'a déjà fait et c'est ce qui vous a rendu dépendant. Et donc, on va vous apprendre à pêcher. Et en fait, la communication avec l'Occident, c'est une communication basée sur la collaboration, face à face. Ne me dites pas ce dont j'ai besoin. Et l'analogie sur le poisson et la pêche, je fais beaucoup de discours en Europe. Mais pourquoi vous voulez absolument m'apprendre à pêcher si j'ai pas envie de poisson? Et en fait, je vais peut-être vous montrer qu'il y a d'autres choses qui me donneront les protéines, sans me dire comment je peux pêcher le poisson. Et je vais vous apprendre à vous qu'il n'y a pas seulement le poisson pour avoir des protéines. Et on fait ça avec la jeunesse essentiellement. Et en fait, parce que les jeunes, pour l'instant, ils acceptent. Donc, encore une fois, ne m'apprenez pas à pêcher, mais demandez-moi pourquoi j'aurais éventuellement besoin de poissons. Vous êtes la surprise de cette table ronde. On est vraiment très, très, très content de vous avoir, vous aussi, avec nous, stars vraiment du R&B. Et vous êtes vraiment très respecté pour tout ce que vous faites. Mais vous avez lancé un formidable projet qui moi, lorsque je l'ai découvert, m'a vraiment saisi parce qu'on a parlé là, pendant tout ce forum, du manque d'électricité. Elle vient de le dire encore, Oma Obama, ce manque d'électricité. Et vous avez lancé un projet d'électrification en Afrique. Vous l'avez lancé dans 9 pays, vous venez de me dire que maintenant c'est dans 45 pays. Vous l'avez lancé il y a quelques mois et maintenant ça devient déjà un progrès énorme. Comment fonctionne ce projet? Comment est-ce que vous l'appliquez? Comment est-ce que vous allez avancer à aider les Africains à avoir de l'électricité? On voit que c'est vraiment crucial aujourd'hui. No, absolutely. Thank you. Oui, bien sûr. En fait, on se rend compte que on peut tellement faire. On parle toujours de ce que l'Afrique a et n'a pas, des besoins basiques. Il faut simplement aller de l'avant, vers le futur. Et donc, sans l'accès à l'électricité, on peut absolument rien faire. Donc c'est pour ça que, notamment vis-à-vis de la jeunesse, je me suis dit, Miss Obama a dit quelque chose qui est extraordinaire. Je suis tellement d'accord avec elle sur beaucoup de sujets. Les jeunes Africains, on leur a appris à respecter les anciens. Ils peuvent avoir leur opinion, mais ils osent pas la mettre en avant parce qu'ils peuvent pas le faire à la table des adultes. Donc ils gardent leurs idées et leurs innovations pour eux-mêmes. Ils pourraient en parler aux anciens, mais ils osent pas. Et les anciens eux-mêmes voudraient avoir une communication plus ouverte avec leurs gouvernants, avec la jeunesse. Donc, de telle façon, si on veut pouvoir avancer, et si on veut pouvoir faire travailler ensemble ces générations, je me rends compte qu'on n'y arrive pas encore vraiment pour l'instant. Donc, au niveau international, quand je voyage beaucoup, je peux pas faire de concert, par exemple, parce que je peux pas éclairer correctement la scène. Et à 2 blocs de distance, en fait, les villas superbes sont éclairées. Et moi, je peux pas éclairer la scène de mon concert. C'est débile. Donc, en tant qu'Africains, nous devons nous-mêmes nous construire. C'est très bien de se faire aider par l'étranger, mais en fait, il faut qu'on se rende compte que tout ce qu'on fait, nous, en Afrique, va affecter tout ce qui se passe dans les autres pays. Donc, comment est-ce que nous voulons faire pour créer des emplois? Comment nous voulons faire? Comment nous voulons construire notre propre futur?
Ça rejoint un peu effectivement ce que disait Obama. Je suis fatiguée de voir l'Afrique dans la pauvreté. Vous dites aussi que c'est le début d'une nouvelle génération de la jeunesse africaine qui prendra sa vie en main. Et vous êtes fatiguée de la pauvreté en Afrique. No, absolutely. You know, very exhausted. And the work Oui, oui, j'en ai vraiment marre. On peut l'identifier de plusieurs manières. La pauvreté en énergie, la pauvreté en savoir, la pauvreté en nourriture. Donc si on peut augmenter notre niveau d'éducation, alors on avancera. Donc quand je parle, j'essaie de parler avec un langage que les enfants peuvent comprendre. Quelquefois, ils ne peuvent pas comprendre notre langage et ce problème de communication empêche d'avancer. L'Afrique, 60% de la population de l'Afrique, ce sont des enfants. Donc c'est tellement clair que le futur, il est là. Et donc ce projet qui a commencé en janvier, on est en juillet bientôt et on est déjà dans presque 10 pays. Et nous voulons continuer à avancer afin que nous puissions augmenter le niveau d'éducation à travers l'accès, encore une fois, à l'électricité. Avec différents pays. Vous avez rencontré d'ailleurs les autorités locales et pour pouvoir signer des partenariats, vous financez justement l'arrivée de l'électricité dans les villages. C'est bien comme ça que ça fonctionne. absolutely. Ok. Yes. So it all Oui, ça vient de mon argent personnel au départ. Et puis ensuite, j'ai mis en place des partenariats avec des amis et on voulait changer les choses. On ne voulait pas seulement créer les conditions du changement, mais on voulait que quelque chose se passe véritablement. Quelquefois, il faut 5 ou 10 ans pour que quelque chose se passe. Donc là, je me suis dit que la meilleure manière, c'est allons dans un village, dans un pays, choisissons quelques villages et qu'ils voient physiquement, rapidement ce qui se passe. Et là, on le voit évidemment, l'accès à l'électricité, ça se voit. Donc, et ça montre que les choses peuvent avancer. Et donc, on a créé des partenariats avec des investisseurs privés. Et tous les gens qui veulent venir nous rejoindre sont les bienvenus. Vous, tout de suite, messieurs, même Maggie Baird, on parlait tout à l'heure justement de l'accès aux réseaux sociaux. On se rend compte de l'importance de l'électricité parce que pas d'électricité, pas de réseaux sociaux, pas de télévision, pas d'accès à la communication. Une réaction juste par rapport au projet d'école. Absolument. Mais vous savez, Christine, au Gabon, aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie mobile l'ont parfaitement intégré dans leur stratégie. C'est-à-dire qu'on est avec un taux de pénétration de plus de 80%. Pour une population de 1 600 000 habitants, on a à peu près 2,2 millions d'abonnés Internet. Et qui optimise justement ces smartphones, etc., c'est la population jeune, les 16-26 ans, justement. Donc absolument. Très très bien. Jonathan Gosier, on s'appelle le gourou afro-américain de la technologie. Vous êtes concepteur de logiciels, blogueur, investisseur, entrepreneur, propriétaire de l'entreprise de développement de logiciels Africa. Et vous avez créé une organisation Women in Technology Uganda. Qu'est-ce que c'est concrètement? Women in Technology in Uganda, ou We2, comme nous l'appelons, est une compagnie, une société qui permet d'accélérer les carrières des femmes dans les métiers de technologie, pour celles qui le veulent. À travers le monde entier, on sait qu'il y a un manque de femmes dans cette industrie de technologie, des logiciels, pour des tonnes de raisons. En Ouganda particulièrement. Donc une des initiatives que nous avons prises, qui a été d'ailleurs proposée par un membre de notre personnel, Barbara, dans le but de créer des emplois. Cette initiative
permet de travailler avec plus de 50 jeunes femmes techniciennes. Cela permet de créer des emplois et de développer l'esprit d'entrepreneuriat. Femmes, parce que vous dites que les femmes, justement, ont moins accès aux technologies, ou bien aussi parce que vous croyez encore plus au potentiel des femmes dans ce secteur? Oui, je crois que le futur est équitable. Chacun doit avoir sa chance de manière équitable. Et pour l'instant, les femmes n'ont pas leur chance équitable. C'est ma façon de voir cela. Je ne dirais pas que cela doit être au détriment des hommes, mais il faut que ce soit équitable. Voyez dans ce potentiel inexploité des femmes. Arnaud Nganji, vous êtes conseiller du président de la République ici au Gabon. On va parler un petit peu dans un instant peut-être de votre vision pour le Gabon, de ce qui est fait au niveau du rôle inexploité peut-être des femmes et des jeunes. Mais d'abord, comment, à votre avis, capitaliser sur les jeunes pour transformer l'Afrique? Comment arriver à se servir des jeunes comme levier pour transformer l'Afrique, puisque c'est vraiment le thème de notre débat? Merci. Le premier élément sur lequel je voudrais rebondir, c'est un peu ce que Con disait en parlant de génération. Je pense qu'il est important que les générations communiquent. J'ai l'avantage de me considérer un peu comme un hybride de 45 à 75, il y avait 30 ans. Moi, je suis né en 75 et on considère la génération Y comme la génération qui commence dans les années 80. Donc il y a 5 années là de flottement où nous on se situe et on essaye justement de jouer ce rôle de middleman et de dire à la génération X qu'elle doit accepter que le système traditionnel d'éducation qui voulait que l'enfant appartienne à un village, à un clan, à une petite communauté, n'a pas forcément disparu. Il y a juste que la communauté est devenue plus grande. Et le combat que nous sommes en train de perdre en Afrique, c'est un combat de contenu en fait. À savoir, il y a 10 millions d'informations qui sont bombardées à la jeunesse africaine sans que nous n'ayons un contrôle suffisant sur le contenu. Je considère un peu Internet comme un moyen incroyable de colonisation. Si vous regardez un peu ma connexion Internet à la maison, elle m'autorise à envoyer 10 mégas, 2 mégas plutôt, pendant que j'en reçois 10. C'est une image qui dit un peu quelle est l'intention. Et avec ces 2 petits mégas-là, si on ne se bat pas pour avoir du contenu, on risque de perdre le combat dans ceux qui aujourd'hui cultivent, éduquent et informent notre jeunesse. Le deuxième aspect, c'est un aspect purement pragmatique. Le jeune qui est assis derrière son bureau devant un ordinateur avec un modem aussi puissant puisse être ce modem, il doit se souvenir que la source d'énergie, on revient sur l'électricité, la source d'énergie est locale. L'ordinateur est connecté à une prise locale. Et j'aimerais qu'il voit cette prise locale comme étant justement le potentiel de notre continent, que ce soit nos richesses, nos cultures, notre façon de faire les choses. Et une fois qu'on a mis ces deux ensemble, on arrive à une combinaison assez intéressante, une combinaison qui fait que la génération X donne le contenu, elle nous explique comment on fait les choses, et la génération Y innove. J'ai entendu parler de M. Kasparov. Merci. J'ai entendu parler de M. Kasparov tout à l'heure, pour qui j'ai le plus grand respect. Et si on veut vraiment unleash Africa's potential and put it to the pinnacle, et on doit accepter le fait que dans 1 an, dans 2 ans, on devra avoir à la même table que M. Kasparov, et c'est une idée que je vole à un de mes aînés, le meilleur joueur du monde de Songo. Et lorsque ces 2 générations auront communiqué, on aura la génération X qui donne le contenu, qui explique les règles, la génération Y qui crée l'application pour que le monde apprenne à jouer au Songo. Voilà. Donc vraiment le dialogue intergénérationnel en tout cas. Voilà, dialogue intergénérationnel. Quel est le rôle, peut-être je reste un petit peu avec vous Arnaud, le rôle de la femme? Justement, on n'a pas beaucoup parlé des jeunes. Est-ce que vous pouvez me donner un angle Non, le rôle est simple. Le rôle est simple. Sourire, mais... vous allez m'excuser un peu si je revendique un peu de puérilité. J'aimerais souhaiter bonne fête des mères à Maman Nicole.
et à toutes les mamans ici présentes et celles qui nous écoutent. Je revendique cette puérilité, non pas parce que je suis... Mais ce que je veux dire, c'est que le rôle des femmes ne va pas changer, dans ce sens où, qu'on soit conseiller du président de la République, qu'on soit chef d'entreprise, ce sont elles qui fixent le compteur, ce sont elles qui nous disent quel est le cap. Ce sont elles qui sont les gardiennes de la moralité, les gardiennes des valeurs. Et lorsqu'on aura impliqué suffisamment de femmes, même dans les réformes que nous conduisons aujourd'hui, je suis sûr, parce qu'elles s'engageront avec le cœur, que ces réformes ne reculeront pas. Le syndicaliste que j'ai été garde un souvenir simple, c'est que lorsque nous voulions qu'une grève réussisse, il fallait mobiliser les femmes. Il fallait mobiliser les femmes parce qu'elles s'engagent. Elles s'engagent sans compter, elles s'engagent avec le cœur. Et vous savez, les hommes sont souvent un peu arrogants, un peu sûrs d'eux quand il y a des femmes. Donc chacun de nous se battait pour faire bonne impression devant les femmes. C'est ce qui fait avancer les choses. Est-ce que le syndicaliste compte appliquer justement en politique ce qu'il a vu au niveau syndical, c'est-à-dire utiliser la puissance des femmes? Tout à fait. Vous comptez le faire? Je le fais déjà. Je crois que ceux qui connaissent nos équipes savent que nous n'avons recruté que des femmes. Excellent. Ekon, je reviens vers vous parce que on parlait justement de la fête des mères. Je pensais le dire tout à l'heure. Effectivement, bonne fête à toutes les mamans. Et vous avez une chanson que j'ai regardée les mots, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mama Africa. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette chanson? Essentially, it's funny that he mentioned. C'est amusant que vous le citiez, effectivement, parce que les membres, je pense, de mon équipe vont peut-être le contester, mais en témoigner au contraire. 90% de mon équipe, services juridiques et autres, c'est des femmes. Voilà. Et une autre statistique qui met de l'eau à votre moulin, donc. Mais, enfin, cette chanson Mama Africa, effectivement, reposait sur le fait que l'on voulait donner une aura mondiale, finalement, aux femmes qui leur permettent de consolider la base de confiance, leur faire prendre conscience à quel point, si elles ne le savent pas déjà, elles sont belles et importantes. Et la pierre d'achoppement qu'elles représentent pour, après, les succès éventuels des hommes. Cela vous donne, finalement, une histoire, un résumé un petit peu de la façon dont l'homme doit traiter la femme et dont l'homme doit se représenter la femme et l'éternel féminin au travers du monde. Nous sommes, voilà, tous... on a tendance à aborder ces questions sur un mode un petit peu badin, plaisantin, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point cet impact et l'impact de l'information, même véhiculé à travers des chansons ou l'industrie des loisirs est important pour justement modifier ces images et à quel point les femmes sont précieuses et doivent être protégées dans notre échelle de valeurs. Un peu comme Youssou N'Dour, quelqu'un qui vous êtes lancé d'abord dans la musique et qui par la musique, par la culture, vous êtes servi de ce levier de culture pour pouvoir créer une fondation, lutter contre la pauvreté, aller beaucoup plus loin. Et ce que je voulais dire aussi par là, c'est que même dans vos chansons, comme Youssou N'Dour, vous étiez très engagé et vous avez fait passer beaucoup de messages. Omar Obama, une réaction par rapport effectivement à ce rôle des femmes. On a beaucoup parlé des jeunes, ce rôle des femmes. Comment est-ce que vous le voyez comme levier pour transformer cette Afrique d'aujourd'hui? Oui, vous avez raison que les femmes jouent un rôle tout à fait critique dans ce contexte de levier, en effet, parce que dans 99,5% des cas, nous sommes plus spontanément intéressés par le fait de redonner ou de redistribuer vers notre communauté, parce que nous sommes portés à donner. Et enfin, nous avons un instinct nourricier peut-être plus naturel, mais ce qui est certain, c'est que les femmes et les hommes ont besoin d'arriver à travailler ensemble et de concert, et il nous faut
davantage peut-être encourager les filles à se sociabiliser, parce que l'instinct donc naturel de la femme est celui du sacrifice, justement, par rapport à l'homme qui se mettra en avant. Alors notre rôle, je pense, en tant que mère, est aussi effectivement de s'assurer que nos filles ne soient pas toujours en retrait, tout en restant conscients que ceci et ce progrès ne peut pas se réaliser si seules les femmes en sont conscientes. Donc il faut de ce point de vue-là donc avoir vraiment un effet de solidarité, je dirais, de comprendre que nous sommes tous sur le même bateau, bien sûr, et qu'il s'agit d'arriver à travailler ensemble, main dans la main, et que pour ce faire, il faut bien comprendre que ce message, évidemment, ne passera qu'à travers les plus jeunes, l'éducation, s'assurer que toujours les femmes puissent oser s'exprimer aussi et ne restent pas toujours en retrait, parce qu'après, voilà, les garçons se retrouvent à batailler et à adopter des attitudes peut-être plus spontanément conflictuelles pour justement rester sous les feux de la rampe. Alors ça peut paraître être un discours prosélytiste, mais on voudrait au contraire, d'un point de vue pratique et culturellement utile, comme vous le dites, mobiliser les prises de conscience sur cette égalité des genres. Et justement, vous avez travaillé dans l'organisation CARE et vous avez à plusieurs reprises été très efficace en matière d'éducation. Et il y a beaucoup d'axes que vous avez lancés à propos de l'éducation, où vous dites qu'on travaille beaucoup sur la petite enfance dans l'éducation et pas beaucoup sur l'enseignement supérieur. Je dis ça pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur l'éducation, parce que lorsqu'on parle de femmes, lorsqu'on parle de jeunesse, je pense qu'au milieu, il y a aussi l'éducation. Et vous dites qu'aujourd'hui, il faut miser maintenant sur l'éducation supérieure, sur pas seulement sur la petite enfance, où là maintenant les choses ont beaucoup avancé, mais aussi sur l'éducation supérieure à la sortie de l'école, avant l'emploi. Do you want me to comment? It Not was a full necessarily. stop, right? Oui, est-ce que c'était une question ou est-ce que vous vouliez que je réponde? Par rapport au fait que l'éducation était vraiment importante et que vous avez insisté pour dire que stop à l'éducation pour la petite enfance, on en a suffisamment fait, mais aussi à la sortie. Maggie Baird, une dernière réaction avant de passer à la salle sur le rôle des femmes en matière de levier. En matière de levier, En matière de levier. la femme africaine a cette particularité d'avoir de nombreux I think the African fronts auxquels elle doit faire face. Notamment le fait qu'elle ait plusieurs rôles à devoir jouer. On a une existence familiale qui peut être pesante aussi, il faut qu'elle y fasse face, désolée pour la redondance, mais aussi son rôle de femme en tant qu'acteur économique. Aujourd'hui, les cosmétiques européens, notamment L'Oréal, l'a très bien intégré également. Ils ont proposé aujourd'hui dans des surfaces GMS comme les Monoprix une gamme de produits adaptés à la femme africaine. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. On était vraiment cantonnés à devoir essayer de trouver une palette de couleurs qui puisse nous convenir, mais jamais avoir exactement le maquillage qu'il fallait en parlant de ce produit-là en particulier. Donc oui, bien sûr que la femme est un levier, bien sûr que la femme est un moteur, bien sûr qu'il faut investir dans les valeurs que représentent les femmes, parce que justement elles sont garants, comme le disait à juste titre Arnaud, de l'intérêt et surtout de l'équilibre de tout ça. Voilà. Très bien. Avant de vous laisser réagir aux questions, on va prendre 2-3 questions de la madame au premier rang. Juste au premier rang et ensuite on prendra... Merci. Très brièvement, s'il vous plaît. Hello, my name is Adia Dis. Oui, bonjour. Mon nom est Agadis. J'ai une question qui s'adresse à tous les membres du panel. Tout le monde, de nombreux savent qu'environ 40 milliards de revenus du continent africain sont renvoyés vers... au contraire, je voulais dire que 40 milliards de revenus générés par les Africains de la diaspora sont ramenés vers le continent africain. Combien d'entre vous utilisent les membres de la diaspora comme des agents de transformation pour aider à faire avancer les choses pour les hommes et pour les femmes et les enfants, en Afrique? That's one of the main reasons why. Alors, c'est une question tout à fait clé, je crois, à notre présence ici, en réalité. Évidemment, c'est le fait, pour certains d'entre nous, en tout cas, d'avoir séjourné à l'étranger qui nous permet parfois d'éduquer nos mentalités à cette potentielle transformation. Et l'argent, évidemment, ou la façon plutôt de le distribuer ensuite, dépend aussi de l'influence de la diaspora. Donc, il nous faut mettre sur pied différentes stratégies et plans pour essayer de répandre ces idées, parce que ça part évidemment de la jeunesse, mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est pratiquement comment utiliser l'argent qui existe déjà sur le continent.
That with our organization. Ce qui me passionne particulièrement lorsque je regarde les membres de la diaspora, c'est qu'il s'agit non seulement d'investir vraiment sur le continent, son développement au sens large, et pas seulement ramener les sous au foyer, entre guillemets, lorsque vous parlez de la diaspora. Donc pour moi, l'une des principales sources, c'est effectivement pour les deuxièmes générations, surtout de la diaspora, c'est de voir par exemple les citoyens américains, afro-américains des États-Unis qui investissent dans cette seule communauté et des centaines de milliards de dollars. Eh bien, certes, ça peut être utilisé pour développer des centres d'influence là-bas, mais il faut surtout saisir ces opportunités dans l'intérêt évidemment des citoyens, mais surtout pour que les Africains puissent aider eux-mêmes à se reconnecter aux membres, entre guillemets, aux brebis égarés de leur troupeau de la diaspora. Donc de ce point de vue-là, je crois que les flux doivent aller dans les deux sens en réalité, aider peut-être les membres de la diaspora à réapprendre, à redécouvrir leur continent. De Omar Obama. I think just really. Oui, brièvement. Nous avons en effet une approche radicalement différente. Parce que lorsque vous parlez un peu des effets indirects de la diaspora, alors pourquoi pas ne pas se questionner sur les retours finalement des zones périurbaines sur les zones métropolitaines. Finalement, ce qu'on essaie de faire avec les communautés, nous avons quelques proverbes, vous le verrez, j'en ai un autre. Utilisez ce que vous avez pour obtenir ce dont vous avez besoin. Pas ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin. Donc commencez par regarder les ressources existantes pour ensuite vous propulser depuis la plateforme de terrain, je dirais, existante, plutôt que de vous victimiser. Parce que continuer à se focaliser sur ce que l'on veut, entre guillemets, qui ne correspond pas toujours à la réalité, va finir par reposer sur des comparaisons parfois déplacées. Alors donc, quand vous parlez de la diaspora, eh bien, nous, ce que nous pensons, c'est que localement, il faut vraiment regarder plutôt ce dont nous avons besoin sur place, sur le terrain, et focaliser là-dessus plutôt que de partir des ressources extérieures. Donc, c'est vraiment d'une importance stratégique pour nous que les jeunes ne se tournent pas vers l'extérieur en premier lieu, au premier chef. Exactement prévu de terminer cette table ronde avec la phrase que vous avez citée. Utilisez ce que vous avez pour obtenir ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.